Bonjour à tous. Voilà un pays qui, hélas, revient aujourd'hui à la une, c'est l'Arménie, avec une double dégradation de la situation dans ce petit pays du Caucase. Sur le plan intérieur, la tension n'a jamais été aussi vive depuis 15 ans. L'opposition conteste les élections, la police tire sur les manifestants. Il y a eu 8 morts samedi et depuis, c'est l'état d'urgence. Et sur le plan extérieur, comme par hasard, le conflit se rallume avec l'Azerbaïdjan voisin au sujet de l'enclave du Haut-Karabakh. Là aussi, il y a eu des morts ces dernières heures. Quels sont les risques d'embrasement dans le Caucase? Sur place, on évoque le Kosovo pour expliquer le retour de la tension. Y a-t-il un effet Kosovo? Pour aborder ces questions, je reçois ce matin Gaïd Minassian. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'université de Paris X Nanterre, spécialiste du Caucase. Alors, est-ce que vous voulez bien qu'on reprenne un tout petit peu les choses au départ? L'Arménie, fiche signalétique. L'Arménie, pays de 3 millions d'habitants, 30 000 km², c'est la taille de la Belgique. Un pays, une grande tradition chrétienne, une vieille nation chrétienne, et un pays qui faisait partie du RSS, indépendant depuis 1991. Que se passe-t-il en Arménie? Tout a commencé par les élections du mois de février. Alors effectivement, depuis donc à peu près un an, l'Arménie vit au rythme de la présidentielle à Erevan. Et cette présidentielle a essentiellement opposé le Premier ministre sortant, donc candidat, qui s'appelle Serge Sarkissian, à Levon Ter-Petrosyan, qui est l'ancien président, c'est-à-dire en exercice de 91 à 98. C'était, parmi les 9 candidats, c'était les 2 qui ressortaient le plus souvent dans les sondages. Le Premier ministre a gagné. Le Premier ministre a gagné avec 52% dès le premier tour et Levon Ter-Petrosyan a fait entre 21 et 22%. Donc à peu près 20 à 30% d'écart entre les deux et néanmoins le vaincu conteste le résultat. Oui, d'autant plus que le vaincu n'avait pas de représentation parlementaire. Un an auparavant, donc en mai 2007, il avait boycotté, et ses forces à lui avaient boycotté les législatives. Donc il est passé de 0% à 20% en l'espace de 6 mois, ce qui est assez étonnant, assez remarquable. Mais en même temps, à partir du moment où vous n'avez pas de représentation nationale, il est évident que le mécontentement va se traduire dans la rue. C'est un phénomène classique en sciences politiques. Et donc, si vous voulez, là, il y aurait eu un écart bien moindre, disons 5 à 10% entre les 2 candidats, on aurait pu croire que les irrégularités au moment du vote auraient pu être de nature à transformer le scrutin. Mais là, 30% d'écart, surtout que le pouvoir sortant fait à peu près 80-90 sièges sur 131 à l'Assemblée nationale. Je ne voyais pas comment, en l'espace de 1 an, alors que la situation économique est bien meilleure et qu'il y a une stabilité politique, je ne voyais pas comment le pouvoir pouvait perdre ces élections. Bon, et alors on voit des soldats dans les rues, d'Erevan parce que les manifestations ont duré, dégénéré. La police a tiré, il y a eu 8 morts samedi dernier. Alors, ça fait depuis à peu près 1 an donc, que Levon Ter-Petrosyan organise des meetings sur la place de l'Opéra. C'est le lieu symbolique des contestations à l'époque soviétique. Et si vous voulez, il y a eu une multitude de provocations de sa part et de ses partisans, tout en étant soi-disant dans la légalité. Il a monté une partie du peuple contre une autre, et donc pendant à peu près 7-8 mois, il y a eu cette dégradation. Et même le jour du scrutin, le vote n'avait pas eu lieu, il annonçait qu'il avait gagné les élections, etc., et que tant qu'il ne serait pas installé dans le palais présidentiel, il resterait dans la rue. Le pouvoir, lui, a réagi avec à la fois la carotte et le bâton. La carotte, c'était bon, on laisse les manifestants s'exprimer. Le bâton, c'est attention, notre patience a des limites, etc. Là-dessus, l'OSCE, l'UE et le Conseil de l'Europe ont validé le scrutin, considérant qu'il était dans l'ensemble conforme aux règles internationales. Et finalement, plusieurs chefs d'État ont également soutenu Serge Sarkissian. Et il y a eu cette dégradation et cette perte de contrôle entre des manifestants qui ne répondaient à rien et un pouvoir qui a décidé de passer à la répression. Et à l'état d'urgence, l'Arménie est sous l'état d'urgence. Alors, deuxième chapitre, et là il faut qu'on revienne à nouveau aux cartes et aux bases, puisque ces dernières heures, il y a eu des incidents très graves au
Haut-Karabakh. Oui. C'est cette zone qu'on voit en rose. C'est une enclave peuplée d'Arméniens dans l'Azerbaïdjan voisin. C'est une pomme de discorde qui dure depuis toujours entre les deux pays. Il y avait un cessez-le-feu depuis 1994. La situation était à peu près stabilisée. Et comme par hasard, au moment où il y a une grande instabilité politique à Erevan, les incidents au Haut-Karabakh, il y a eu une dizaine de morts entre soldats azéris et arméniens. Alors effectivement, cette province du Haut-Karabakh a été rattachée à l'Azerbaïdjan par Staline en 1921. Et depuis à peu près 80 ans, dès qu'il y a un peu de libéralisation dans le régime soviétique, il y avait une volonté des habitants du Karabakh de se rattacher à la mère patrie, à l'Arménie. Là, avec la chute de l'Union soviétique, cette contestation s'est finalement traduite en conflit et en guerre très meurtrière, à peu près 30 000 morts du côté azéri, 5 000 du côté arménien. Est-ce que ce conflit se réveille aujourd'hui à cause du Kosovo? C'est ce que dit le président de l'Azerbaïdjan. Il dit qu'il y a des envies d'autonomie de la part des gens du Haut-Karabakh, comme celles qu'ont obtenues les gens au Kosovo. Alors, plus largement que ça, je veux dire, ce conflit en fait oppose deux normes du droit international. D'un côté, le droit à l'autodétermination, donc défendu par les Arméniens, et de l'autre côté, l'intangibilité des frontières, défendue par Bakou. Alors effectivement, le précédent du Kosovo a un impact sur le Haut-Karabakh, comme sur l'Abkhazie, l'Ossétie, la Transnistrie. Les Russes sont en train d'essayer de se réconcilier avec les Géorgiens et les Moldaves en ce qui concerne la Transnistrie et l'Abkhazie, l'Ossétie, mais du côté de l'Arménie, ça oppose, enfin du côté du Haut-Karabakh, ça oppose deux États. Les Russes ont moins la main sur cette affaire. Donc si vous voulez, d'abord, ce n'est pas la première fois qu'il y a des tentatives d'escalade. Il y a eu des tirs sporadiques ici ou là depuis à peu près 1 an, 2 ans. Mais là, pour la première fois, c'est une offensive massive lancée par l'Azerbaïdjan qui, à mon avis, a 2 bonnes raisons de lancer cette offensive. La première, c'est qu'on Bakou essaye de profiter, de déstabiliser davantage le régime en Arménie, qui lui-même se dit pourquoi pas, ça peut peut-être provoquer l'union sacrée en Arménie et affaiblir les thèses de Ter-Petrosyan qui veut une normalisation à tout va avec l'Azerbaïdjan. Et d'autre part, l'Azerbaïdjan se dit état d'urgence en Géorgie au mois de novembre, état d'urgence en Arménie au mois de mars, il y a des présidentielles au mois d'octobre, le 15 octobre en Azerbaïdjan. Est-ce qu'on ne prépare pas le terrain à une sorte de verrouillage de l'opposition qui est plus que muselée dans ce pays? D'un mot, il y a un risque d'extension du conflit à l'ensemble du Caucase? D'extension du conflit à l'échelle du Caucase, pas forcément, mais à l'échelle de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, il y a des chances. Surtout qu'il y aura un mouvement d'opposition. Une fois que l'état d'urgence va être levé, je pense que le mouvement va repartir. Et là, on risque d'assister à une escalade sur 1 an, voire plus. Merci infiniment. Gaïd Zeminassian, je rappelle que vous êtes chercheur à l'Université Nanterre, Paris 10. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et bonne journée où que vous soyez, en regardant bien sûr France 24. Vous avez présenté à la une l'émission consacrée à l'actualité internationale.